Bonjour, je vous propose de partager une réflexion. Moi j'aime bien partager une réflexion ensemble. Donc je vais développer une question et l'exposer devant vous, voilà, en 30 minutes. Et la question c'est, le but d'une entreprise est-il de faire des profits? Alors je pris cette question parce que c'était une sorte de convergence entre la question très générale, la place de l'entreprise dans la société, sur laquelle on peut partir. Il y a 35 ans que je travaille là-dessus et on peut partir dans plein de lignes de force différentes. Et puis le quotidien dans lequel nous pouvons vivre, qui est quand même le résultat, combien tu as fait, etc. Donc parlons du profit. Et donc la question que je vais traiter, c'est le but de l'entreprise est-il de faire du profit? Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Comme ça, c'est bien? Allez. Le but de l'entreprise est-il de faire du profit? J'ai écrit un papier dans le Monde, je suis chroniqueur au Monde, j'ai écrit un papier dans le Monde l'avant-dernier, et 10 ans à l'inverse évidemment, et c'est un des papiers qui a donné lieu au plus de réactions des personnes qui, même favorables à ce que je vais vous raconter, qui est un peu banal, vous allez voir, basique, se disent mais quand même le but d'entreprise c'est de faire du profit. C'est comme ça, c'est le monde capitaliste, on peut faire autrement. Alors, ce que je vous propose, c'est, puisque tiens, je suis à la place de quelqu'un qui aurait pu le dire, c'est de mettre l'église au centre du village. C'est de rappeler, en tant qu'économiste, de quoi on parle quand on parle d'entreprise et de profit, et pourquoi le but de l'entreprise, ce n'est évidemment pas de faire de profit. Le but de l'entreprise, c'est de créer de la valeur qui est repérée par un client, par des clients. Le but de l'entreprise, c'est de produire des biens et des services utiles. Je ne connais pas d'entreprise, je ne sais pas vous, qui crise, raison sociale, faire du profit. Ou dont les salariés se lèvent le matin en disant super, j'ai bossé là, j'ai trouvé un super job, c'est une entreprise qui fait du profit. Mais elle fait quoi? Ou le client qui dit moi j'achète des produits dans une boîte incroyable. La boîte, son but c'est de faire du profit. Je serais client, j'aurais même un doute. Oui. Je ne vous parle pas du fournisseur. C'est-à-dire que le bon sens conduit à dire que évidemment aucune entreprise ne se dit mon but c'est de faire du profit. Le but d'une entreprise, si elle a été créée, c'est pour des raisons sociales. Si la société accepte l'existence des entreprises, c'est parce que les entreprises sont supposées avoir une utilité sociale. Une entreprise qui n'a pas d'utilité sociale doit disparaître. Et d'ailleurs, elle disparaît parce que les clients la désertent, il n'y a plus de marché, il n'y a plus de fournisseurs, et elle fait faillite. Et elle ne fait pas faillite parce qu'elle fait ou pas de profit, elle fait faillite parce qu'elle n'a plus de clients. Donc le cœur de notre affaire, c'est bien être utile à la société. C'est pour ça que quand j'interviens dans le secteur de l'économie sociale, on me demande souvent, oui, mais alors la différence entre les entreprises de l'économie sociale, les entreprises capitalistes, c'est tellement importante. Non, elle est importante sur certains points, mais sur le fond, non. Une entreprise a une vocation sociale depuis le début, depuis la création des entreprises dans les années 1800-1810, l'entreprise moderne, capitaliste comme on dit. Ces entreprises se sont pensées et ont été acceptées socialement parce qu'elles avaient une utilité sociale. Donc si vous êtes au cœur de la relation client, vous êtes au cœur de la raison même de l'existence des entreprises, c'est qu'il y ait une utilité pour le client. Et si le client n'est pas content et vous le fait savoir, c'est très important que vous fassiez remonter à l'entreprise, puisque c'est son utilité qui est en cause, et donc sa raison d'être qui est en cause. Alors, ceci étant dit, nous ne sommes pas naïfs, et évidemment, l'entreprise doit faire des profits. Et je le dis sans... Il n'y a pas de honte à ça. L'entreprise doit faire des profits pour une raison qui est liée à notre système économique, qui s'appelle le système capitaliste. Et il se trouve que le système capitaliste se caractérise par le fait que les producteurs de biens et services utiles, raison d'être de l'entreprise, doivent être autonomes économiquement. Autonomie économique. Et pour être autonome économiquement, il faut faire du profit. Donc le profit n'est pas un but, le profit est une nécessité. Dans ce cadre du système capitaliste, vous changez de système, vous socialisez tout, on peut imaginer un système où une entreprise produit des biens et services utiles, mais sans profit, parce que ce sont les impôts, c'est la mutualisation, vous voyez, qui finance ça. Mais il se trouve que dans notre système capitaliste, le propre du système capitaliste, c'est l'autonomie des producteurs.
Et l'autonomie, c'est une autonomie économique. Et l'autonomie économique, elle est possible grâce au profit. Voilà pourquoi l'entreprise, le but de l'entreprise n'est pas de faire du profit, mais il y a une nécessité pour l'entreprise à faire du profit si elle veut rester autonome. On va parler d'autonomie beaucoup tout à l'heure. Je continue de faire mon prof. Qu'est-ce qu'on appelle profit aussi? Parce que surtout en France, le sujet est assez sensible. On confond souvent profit et dividende. Le profit, c'est pas évidemment ce qui est versé aux actionnaires. Ça, c'est la toute petite partie du profit qui s'appelle les dividendes. Le profit, c'est tout ce que l'entreprise génère comme valeur qui lui permet de se développer. Donc les amortissements, l'investissement, le cash qu'elle peut remonter, l'augmentation de son capital, tout ça, c'est ça le profit en économie. Et donc une petite partie, c'est les dividendes. Une entreprise peut faire du profit sans verser de dividendes pendant des années. Elle peut même faire des pertes comptables et du profit économique. Tesla, 3 milliards de pertes, et Tesla fait du profit. Amazon, pendant des 20 ans de pertes, et pourtant accumulation de cash énorme, donc beaucoup de profit économique. Vous voyez? Donc l'équation elle est très simple, hein, c'est à quoi sert une entreprise? À être utile à la société. Tous les biens et services que vous produisez sont utiles à la société. Hein, voilà son but, sa raison d'être, sa raison sociale. Quelles sont les conditions pour continuer à être utile à la société? Dans ce modèle capitaliste, bah, c'est de dégager suffisamment de valeur pour pouvoir continuer de se développer. Ça s'appelle faire du profit. Voilà, donc c'était mon premier point. Rappelez ça, parce que c'est pas la peine de débattre à l'infini pour savoir est-ce qu'il faut ou pas faire du profit. Évidemment, il faut en faire dans ce cadre économique. D'où, deuxième question de mon raisonnement, je tiens mon délai, pourquoi une idée aussi stupide est répandue? Parce que alors, je ne sais pas vous, hein, dans les cercles que vous fréquentez, mais alors dans les miens, et y compris chez des économistes patentés, j'entends couramment dire oui, mais le but d'une entreprise, c'est de faire du profit. Comme si c'était ça qui orientait l'activité. Vous l'entendez, vous, ça? Ou jamais? Enfin, vous avez la chance de jamais entendre ça. Donc on peut se dire, mais pourquoi une idée aussi absurde? Vous voyez, pour un économiste, mais pour vous qui êtes dans le monde des affaires, il est tellement ridicule de dire que le but, c'est de faire du profit. Pourquoi cette idée est si répandue au point qu'elle est devenue une sorte de culture? Et au point que même, je vous parlais de cette chronique dans Le Monde, même quand les gens comprennent ce que je viens de raconter, là, encore une fois, qui est une belle évidence, ils se disent, mais quand même, hein, il y a un but qui est, il faut qu'on fasse du profit. Hein. Alors pourquoi? C'est mon second point. Souvent, on cite, petite note culturelle, on cite un article de Milton Friedman. Vous avez peut-être entendu parler de cet article. La seule responsabilité sociale de l'entreprise, c'est de faire du profit. Et on dit, ben, vous voyez, les économistes, Milton Friedman, grand économiste libéral, mais monétariste, peu importe, grand économiste, si Milton Friedman l'a dit, les économistes disent. Alors d'abord, Milton Friedman, il a dit ça dans un article de mémoire, c'est de New York Times Magazine. C'est pas un article scientifique. C'était une interview courte d'ailleurs. Hein, c'était en 1970. Et deux, écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit la seule responsabilité sociale de l'entreprise, c'est de faire des profits. Il n'a pas dit le but de l'entreprise, c'est de faire des profits. Il a dit sa seule responsabilité sociale, c'est de continuer à exister et donc de faire des profits. Personnellement, je pense pas comme lui. Je pense que sa seule responsabilité sociale, c'est pas de faire des profits. Mais pour autant, sa phrase n'est pas aussi stupide que de dire le but de l'entreprise, c'est de faire des profits. Il voulait dire par là que, en bon libéral, qu'en fait, si l'entreprise fait des profits, déjà si elle se contente de faire des profits, elle va se développer. Et sous réserve que ces produits soient utiles, bah, c'est sa responsabilité sociale de continuer à se développer. Voilà ce qu'il voulait dire. Ce qui est discutable, mais enfin, c'est quand même tout à fait audible. Donc déjà, ne faisons pas référence à l'immense statut du commandeur de Milton Friedman pour dire que c'est les économistes libéraux qui disent ça. Aucun économiste ne dit ça. Mais il y a une vulgate, comme on dit, il y a une doxa, une vulgate qui a entretenu cette idée qu'on ne peut pas penser l'entreprise sans ses profits. Et ça, c'est venu d'une transformation de l'économie dont je ne vais pas vous raconter, parce qu'elle a été racontée dans les 3 derniers livres, donc, et puis ça me prendrait 3 quarts d'heure.
je vais le faire en 2 minutes. À partir des années 1970, l'économie a connu une transformation. Toutes les économies occidentales ont connu une transformation très importante du financement de l'économie. Pour faire bref, toute l'épargne des ménages est passée par les marchés financiers. Et donc, les entreprises, pour capter des capitaux, ont dû prouver qu'elles avaient des rendements plus élevés que leurs concurrents qui voulaient aussi capter les capitaux. Cette marchéisation de la finance a eu pour conséquence la financiarisation des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises se sont retournées, au lieu que la finance soit au service de la production, comme c'est classique, hein, la finance est au service, c'est un moyen supplémentaire pour la production, pour augmenter l'utilité de l'entreprise. Le renversement qui s'appelle la financiarisation, l'entreprise s'est donné comme objectif un objectif financier et a ajusté la production relativement à l'objectif financier, parce qu'il fallait rendre des comptes à des marchés, si vous voulez, à des financeurs qui comparaient les résultats des entreprises. Ça, c'est pas l'économie, c'est l'économie des années 70-80 qui s'est généralisée et qui est la forme d'économie contemporaine, hein, ce que j'appelle le capitalisme spéculatif, puisque chacun va spéculer sur le fait que si je place dans cette entreprise, ça va me rapporter plus que si je place dans une autre. Et donc les entreprises sont obligées de prouver qu'elles font plus de profit que les autres. Et donc ce renversement, ça a donné lieu à toute une éducation des managers, notamment dans les MBA, notamment... moi j'ai enseigné à Londres et voilà, c'était vraiment à la London Business School, qui est vraiment le temple de ce type cette culture. Le manager, de plus en plus, est déconnecté du travail réel, de la réalité du management au quotidien, ce qui se fait pour, je parle du manager supérieur, pour ne s'intéresser qu'à la production, quitte à mettre des écrans, des reportings, des chiffres, des ratios, pour transformer la réalité du travail qu'on laisse aux collaborateurs. Et tout ça, ça doit être retraduit en chiffres, en données, et in fine, ce fameux taux de profit. Ce renversement, il est typique de notre capitalisme, et voilà pourquoi, dans la vulgate même de mes étudiants, vous voyez, en 2020, et des étudiants qui ne sont pas du tout orientés finance, il y a quand même cette idée que c'est normal qu'une entreprise serve les actionnaires. C'est normal, qu'elle serve les actionnaires, comme c'est normal qu'elle serve les clients, les collaborateurs, évidemment, toutes les parties prenantes, dont les actionnaires. On ne va pas oublier les actionnaires, mais enfin, entre c'est normal qu'elle serve et elle est absolument conduite par l'attente des actionnaires, il y a un monde. Et ce monde, c'est la vraie vie, la réalité des affaires. Évidemment, les entreprises qui réussissent sont celles qui servent d'abord leurs clients. Nous sommes dans une économie de marché, donc c'est d'abord les clients, leurs collaborateurs, parce que c'est quand même eux qui sont au front avec le client, et puis de proche en proche, les différents fournisseurs, et puis évidemment les fournisseurs de capitaux qui s'appellent les actionnaires. Mais vous voyez, ce renversement, il est dû à une structure économique financière qu'on a appelée la financiarisation, et en particulier la financiarisation des entreprises. On est là-dedans. Et pourquoi pas? Ça crée la croissance, hein, je vais jouer le jeu. Donc ça crée la croissance pendant 30 ans, on est dans ce modèle. Grâce à des taux de profit élevés, les entreprises innovent, vous voyez, sont obligées d'être toujours au top parce qu'elles sont en concurrence. Vous voyez, et donc ça a créé énormément d'innovations, énormément de transformations que vous avez connues, que nous connaissons dans les entreprises. Cette course au profit, la course au profit génère de la course à l'innovation, de la course à être toujours au top. Et donc, pendant un certain temps, les économistes dominants ont dit, voyez, c'est positif. Le fait de financiariser les entreprises, c'est positif pour toute économie. D'abord pour elles, les entreprises, et puis pour toute économie. Ça permet d'innover. Et puis, à partir des années 2005, on a commencé à entrer on a commencé à avoir quelques doutes, parce que les niveaux spéculatifs sont énormes. 2005, c'est l'immobilier. Puis évidemment, 2008 a sonné le glas des grandes espérances, puisqu'on assiste à un effondrement total de l'économie, qui n'est sauvé que par la puissance publique qui injecte des quantités massives de liquidités, sans quoi toute économie se serait effondrée. Donc, on se dit, je vous le fais de manière rapide, hein, on se dit, cette économie financiarisée qui était supposée, vous voyez, doper l'économie à la cocaïne, là,
pour être toujours plus, elle conduit aussi à du délirium, vous voyez, à des délires qui peuvent être préjudiciables à la santé économique. Alors ça, c'est un première alerte. L'autre alerte, c'est la montée corrélative de, je vais dire ça comme ça, la conscience écologique. Terme vaste, auberge espagnole, pour parler de tous ces doutes qu'on a sur une économie hyper tendue sur les résultats, toujours innovative, toujours en transformation, etc., et qui ne se pose pas la question des ressources qu'elle consomme pour assurer ce niveau de production. Et donc, d'une façon ou d'une autre, l'écologisme, hein, je le dis au sens là, la conscience écologique, ça dit plein de choses aujourd'hui. Depuis l'économiste qui a un doute sur la soutenabilité, la durabilité d'un système hyper consommateur de ressources humaines, parce que la financiarisation consomme énormément de ressources humaines, ça grille des gens. Le burn-out, tout ça, bon, ça c'est la partie émergée, mais ça grille des gens, ça grille l'engagement, parce que ça va trop vite, ça change trop, et que l'être humain a besoin de stabilité, enfin c'est de la psychologie de base, mais de stabilité, de collaboration longue, de sentiment de sécurité, et que cette économie de l'insécurité, de l'instabilité est préjudiciable, et pour moi la première ressource qui est grillée, c'est l'humain. Et puis évidemment ça grille des ressources fossiles, enfin toutes les ressources naturelles dont on parle, mais je les mettrais en deuxième position, vous voyez. Peut-être même en troisième, parce que ça grille aussi pas mal de ressources technologiques. La technologie va tellement vite qu'on n'a pas le temps d'amortir les technologies, qu'on en passe à une autre, et donc ça grille énormément de capital technique. Donc, le capital technique ne croît pas par accumulation, on en détruit, vous voyez. Donc il y a une destruction créatrice qui s'avère être une création destructrice. C'est-à-dire qu'on crée plus de valeur on détruit plus de valeur qu'on en crée. Donc vous voyez, c'est un système qui est allé très vite, mais qui a été fortement consommateur de ressources, et ça se dit par Greta, par des économistes, par Dana. Est-ce qu'on peut aller très longtemps à ce rythme? Et on subodore que non. Et on subodore que non en tant qu'économiste, on subodore que non en tant que citoyen, et on subodore que non en tant que collaborateur, parce qu'on n'a pas envie de travailler à terme dans des entreprises qui grillent les gens. C'est aussi simple que ça. Alors là, moi qui ai la chance d'avoir 35 ans, alors j'ai eu ce jeune homme étudiant il y a 25 ans, ça, ouais. Et puis voilà, je les vois, ils ont toujours 20 ans, mes étudiants, c'est bien. Et moi aussi d'ailleurs, dans ma tête. Et en fait, je les vois changer. 1980, fin des années 80, c'était Bernard Tapie le héros. Après, ça a été les traders. Ils voulaient tous être traders, enfin tous. Ils ne voulaient pas tous être traders, mais dans l'imaginaire de l'étudiant, celui qui avait réussi, c'était le trader. Et aujourd'hui, celui qui réussit, c'est celui qui est plus malin que le système, qui trouve un équilibre entre vie privée et vie personnelle, qui est libre, qui collabore sur des sujets intéressants, et surtout, alors ça vient tout le temps, qui se sent utile. Qui se sent utile. Dans toutes les enquêtes qu'on fait, c'est l'utilité du travail qui conduit le travailleur à travailler. Ça paraît du bon sens, j'espère que ça vous paraît du bon sens au quotidien, mais il faut le rappeler. Et pour le jeune d'aujourd'hui qui a vécu les chômages de ses parents, même de ses grands-parents maintenant, qui a vécu un monde instable, bon ça va. Puisque c'est instable, autant que ce soit instable dans l'utilité, autant qu'on serve à quelque chose. Ça c'est très fort. Et effectivement, et c'est mon troisième point, on commence à changer de modèle, on commence à changer de culture à partir des années 2015-2016. Montée de l'écologisme, des engagements devant le travail qui est très important, massif, toutes les enquêtes le montrent, et puis si vous traînez dans les entreprises, vous le voyez bien. Des engagements devant la valeur travail, comme on disait avant, vous voyez. Et recherche du sens. Alors des fois on me dit oui, mais le sens, c'est un truc métaphysique. Mais non, pas métaphysique le sens. C'est la première demande de l'être humain, doté d'un cerveau, c'est le sens de ce qu'il fait. Hein. C'est se sentir utile, évidemment, ou avoir le sentiment d'être injuste, ou d'être juste. Vous voyez, c'est le sens de ce qu'il fait, ce qui caractérise un être humain. Donc, c'est pas métaphysique, ou alors l'être humain métaphysique, ce qui me paraît la moindre des choses de le dire. Donc voilà, on change et on se dirige vers une autre société. Alors,
L'entreprise des années 1980-2015, on va dire, c'est une entreprise très financiarisée, qui est toujours, hein, mais le modèle, c'est vraiment orienté reporting, résultats et résultats financiers, et tout est traduit en termes de chiffres. Qu'est-ce qui est en train d'apparaître? Alors, d'abord, il y a des raisons matérielles pour cette transformation, au-delà de la saturation du monde, hein, pour le modèle précédent dont je viens de parler. Saturation pour cette rapidité, cette transformation incessante, cette innovation dont on sent que c'est du marketing, ça tourne en rond. Enfin, du marketing, c'est très bien le marketing, mais je veux dire, ça peut tourner en rond, ça peut, voilà. Au-delà de ça, il y a des transformations matérielles. C'est que l'entreprise devient floue. À partir des années 2015, du fait de la digitalisation, enfin, du fait de l'extension des techniques numériques, les frontières de l'entreprise deviennent floues. Qu'est-ce que ça veut dire? Que, les collaborateurs travaillent en dehors et en dedans de l'entreprise. Et on ne sait plus très bien quand on est dedans ou lorsqu'on est dehors. C'est pas vrai pour... Enfin, si, c'est vrai pour tous les collaborateurs, je vais dire... Je sais pas pourquoi. C'est vrai pour tous les collaborateurs. C'est particulièrement vrai, bien sûr, pour les cadres, ceux qui peuvent travailler à distance, ceux qui travaillent avec ces deux outils de production fondamentaux pour les entreprises qui sont aujourd'hui l'ordinateur portable et le téléphone portable. Les entreprises devenant des entreprises de services, énormément d'informations. Le service, c'est de l'information, c'est l'échange d'informations. Donc, les outils principaux, c'est ça, et l'ordinateur portable. Par parenthèse, j'ai l'outil principal de l'entreprise dans ma main, et vous avez l'outil principal de l'entreprise devant vous. Et vous n'êtes pas en entreprise, et je ne suis pas en entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, quand on part de l'entreprise, on part avec les outils. Charlie Chaplin, il partait pas avec la machine-outil. Vous savez, dans Étant moderne, le fameux mythe fordien, il partait pas avec l'outil. Aujourd'hui, lorsqu'un cadre rentre chez lui, et beaucoup de monde d'ailleurs rentre chez elle, beaucoup de personnes rentrent chez elle, on part avec les outils de l'entreprise. Et parfois, je donne cet exemple qui m'est cher, personnel, ça c'est moi qui le paye en fait. C'est pas mon école. C'est moi et c'est moi qui paye l'abonnement. C'est-à-dire qu'une partie même des outils de production, et je fais beaucoup de choses là-dessus, y compris les mails, enfin, bien sûr. Donc, non seulement je pars avec les outils de production d'entreprise, mais c'est même moi qui paye les outils de production d'entreprise. Donc, premier temps, l'entreprise, vous voyez, flou de l'entreprise, parce que le collaborateur n'est plus dans un espace fermé, dont on ferme les murs, les portes, vous voyez, l'usine traditionnelle qu'on dessine encore. Quand on dessine l'entreprise, le logo, c'est toujours une usine. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors qu'il n'y a plus d'usine. Très peu. Parce qu'on ne sait pas comment. Quel serait le logo d'une entreprise aujourd'hui? On dessinerait quoi? Quand je suis chez moi et que je travaille, je suis dans le train ou quand vous êtes. Donc le collaborateur n'est plus enfermé, flex office, espace ouvert, etc. Mais le client travaille de plus en plus pour l'entreprise. Alors, depuis faites-le vous-même, hein, Ikea a réussi ce truc incroyable de faire vendre, de vendre à ses clients des meubles non finis. Et avec tout un processus pour que le client puisse terminer. Donc, travaille. Dans la chaîne de valeur, il incorpore le client. Ikea, ben là on est dans les années 70. Mais aujourd'hui, c'est quoi la richesse économique, la clé de la richesse? L'information. Qui rentre l'information, ce qui coûte extrêmement cher pour les entreprises, c'est de récupérer l'information et rentrer et la qualifier. Qui le fait? Les clients. Vous avez des bons logiciels, vous avez des bons capteurs d'information, et à chaque fois que vous achetez un billet, n'importe quoi, hop, ça rentre dans le big data, et c'est valorisable. Je ne sais pas si ça va être valorisé, je ne sais pas s'il n'y a pas un grand mythe. En tout cas, c'est valorisable. C'est-à-dire qu'on a incorporé le client, on doit incorporer le client dans le processus de production, sans quoi le système va s'effondrer en termes de création de valeur. Donc le client lui-même, il est limite entre collaborateur et client. Ça, vous devez le vivre tous les jours. Des fois, j'imagine que quand il fait remonter des préoccupations, c'est parce qu'il se sent tellement investi lui-même du processus de production qu'il se dit ça marche pas. Et puis il compare à d'autres boîtes qui lui font travailler de manière beaucoup plus efficace parce que c'est fluide. Regardez, je vais chez Amazon.
Chez Amazon, je travaille beaucoup, puisque je rentre les données, je rentre mes machins, parfois un commentaire, vous voyez, donc je travaille pour eux. Mais c'est hyper fluide, ça n'a vachement bien fait. Ah, chez vous, ben non, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous parle comme un collaborateur qui dirait, pour faire mon boulot, qui est de rentrer l'information, le dispositif n'est pas assez fluide. C'est ça aussi la fluidité de l'entreprise. Vous voyez, donc cette entreprise fermée qu'on connaissait, avec ses portes et ses murs, elle est devenue extrêmement ouverte. À tel point qu'on ne sait plus si on travaille le dimanche parce qu'on regarde un mail, ou si 40% des Français disent travailler sur, traiter des questions privées pendant le temps de travail. 40% le disent. Ceux qui ne le disent pas. Hein. Et j'entendais l'autre jour un chef de chantier disant, mais moi j'en peux plus avec mes gars, ils sont toujours en train d'envoyer des SMS. Alors moi je leur envoie des SMS professionnels, mais eux ils sont en train de, sur leur appli avec les SMS privés. Bref, tout ça se télescope évidemment. Donc l'entreprise, je reviens à mon point, hein, pourquoi l'entreprise financiarisée, orientée profit évolue. L'entreprise s'est transformée. Et nous vivons, vous vivrez dans les années qui viennent, de plus en plus dans des entreprises dont on ne sait pas où ça commence et où ça se termine, le travail des uns et des autres. D'où l'intérêt d'ailleurs de vos sujets sur le lien avec le client. Parce que ce lien, c'est pas juste, il y a un client qui est totalement repéré et un fournisseur totalement repéré. C'est justement l'intrication qui fait la création de valeur. À la fois parce qu'il travaille pour nous et à la fois parce qu'on travaille pour lui. Donc ça, pourquoi les entreprises évoluent? Deuxième raison, je l'ai dit tout à l'heure, épuisement des ressources. Et donc il faut tenir compte d'un monde dans les ressources, 1, humaines, 2, technologiques, 3, physiques, seront pas épuisées, mais en tout cas pas en productivité croissante. Vous avez peut-être vu les chiffres du chômage en France, très intéressant. On a une diminution du chômage et qui a dû à 2 facteurs. Un peu la démographie, puisqu'on commence à entrer dans une démographie favorable à l'emploi, si vous voulez, parce qu'il y a moins de chômeurs, tout bêtement, parce qu'il y a moins de personnes, de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Hein. Et puis surtout, la productivité a augmenté faiblement. Et donc, les gains de productivité atteignent, c'est-à-dire l'usage des ressources, hein, atteint un palier, ce qui a un peu du bon sens économique. Donc, on est une période où il faut repenser l'entreprise, à la fois comme espace, mais aussi comme dans sa mission, enfin dans sa relation avec la société. D'où toutes les discussions importantes, passionnantes aujourd'hui sur sa raison sociale, sa raison d'être, sa mission, tout ça. C'est vraiment pas des sujets nouveaux. Hein. Ils datent de 3 siècles. Depuis l'origine, on se pose la question quelle est la mission de l'entreprise. Mais le fait qu'il se repose aujourd'hui à frais nouveaux est intéressant. Ça veut bien dire qu'il faut de nouveau préciser qu'apporte une entreprise élargie, fluide comme ça, à la société. Voilà, il me reste 1 minute 30, vous voyez, je vais tenir pile poil pour conclure. Je vais conclure sur la question de la marque. Je suis la marque, tiens. Pourquoi ne pas parler de la marque? Une des dimensions intéressantes aujourd'hui, alors parmi les nombreuses dont on va parler maintenant, hein, avec des acteurs concrets qui transforment le monde, une dimension intéressante, c'est l'effet de marque des entreprises. C'est-à-dire le fait qu'il y a une sorte de coagulation sociale autour des marques. L'entreprise est moins compréhensible qu'elle ne l'était. Je ne sais pas quand je travaille dehors, si je suis client ou travailleur, vous voyez. Mais il y a quelque chose qui devient régulier, qui devient vous voyez, stable. Ce sont les marques. D'où cet engouement pour les marques, pas nécessairement de luxe, hein. Pour les noms, c'est très féodal, c'est très médiéval en fait. Hein. Les blasons, vous voyez, le seigneur, quelque chose pour lequel, dans un monde fluide, incertain, sur lequel on peut se repérer. Et donc, les marques, c'est à la fois le remède et le poison. C'est comme ça que je vais conclure. Le remède, parce que effectivement, l'entreprise va de plus en plus se penser d'abord comme une communauté, à la fois de collaborateurs et de clients. Et c'est cet ajustement entre entre clients et collaborateurs, dans ces frontières floues, qui va être créatrice de valeur,
autour d'une marque, parce qu'ensemble on fait quelque chose. Apple étant l'archétype même, l'entreprise qui a réussi ça, avec des communautés d'usagers et, et une marque très très forte. Donc ça c'est le... Voilà. Et tout le monde rêve de créer cette marque qui embarque. Bien sûr, les marques de luxe, c'est facile, je dirais, parce que par définition, un produit de luxe est associé à une marque. Mais une marque de produits de retail, moi je suis un conseil d'administration d'une entreprise de retail, c'est pas simple de trouver l'espace pour une marque. Bon. Mais c'est pourtant ça qu'il faut faire. C'est marquer, mais encore une fois, pas au sens ancien de la marque égale un truc un peu qu'on vend, vous voyez, dans le mauvais sens du marketing. Mais la marque comme vecteur de coagulation sociale. Vous voyez ce que je veux dire par coagulation sociale? Dans cette incertitude, dans cette mouvance, on s'appuie sur quelque chose et c'est la marque. Donc ça c'est positif. L'aspect négatif, donc le poison, c'est que aujourd'hui une marque ne peut pas faillir. C'est-à-dire, si on a à l'esprit l'idée de la marque à l'ancienne, c'est-à-dire l'essentiel c'est de fourguer des produits et que voilà, il y a une sorte d'attachement du client à la marque, c'est pas ça qui va marcher. Ce qui va marcher, c'est le sentiment que j'appartiens à une communauté de marques. Que la marque me respecte dans mes valeurs, dans mes attentes de clients, bien sûr, dans mes valeurs, dans mon travail de client, me respecte et m'embarque dans une histoire qui nous est commune. Donc, le danger autour des marques, c'est courir après, vous voyez, le slogan, la belle histoire, et ne pas jouer le coup d'après. Et le coup d'après, c'est d'avoir réellement créé une confiance qui permet une communauté, de créer une communauté dans le temps. Et vous êtes dans vos métiers, dans vos actions, au cœur même de cette affaire. Parce que le client, il va venir vers vous, il va peut-être se protester. J'espère que de temps en temps, il vous fait remonter sa satisfaction. Ça peut arriver, hein, bon, tant mieux. Mais vous êtes au cœur de la création de quelque chose qui est en train de se coaguler, qui est en train de se passer, qui est l'émergence des communautés humaines, des communautés sociales, autour de faits économiques, autour de produits ou de services de nature économique. Et donc vous êtes au cœur de ce monde-là.